Merci beaucoup chez les gens de la clinique là, pour l'invitation. Mon nom, c'est Martin Payet. Je suis pharmacien, éducateur agréé en diabète et président de Diabète Outaouais. Je suis ici aujourd'hui là, pour vous présenter une belle conférence sur le diabète, aussi plutôt par rapport à la prévention du diabète, ou si on a le diabète, la prévention des complications de cette maladie. Là, normalement, dans une salle avec les mains levées, là, je demanderais aux gens s'il y en a qui sont diabétiques. Ça me donne une idée un peu à qui je m'adresse, là, mais cette présentation ici est faite autant pour les diabétiques que les non-diabétiques. Donc, la déclaration d'intérêt, là, vous voyez un petit peu mon résumé. Je suis président de Diabète Outaouais depuis plusieurs années. Je suis pharmacien propriétaire de 2 pharmacies. Je suis éducateur agréé, certifié pour les pompes à insuline. J'enseigne aussi à la faculté de médecine à l'Université McGill, là, le campus Outaouais. J'enseigne aussi à la faculté de pharmacie de l'Université d'Ottawa. J'ai aussi présenté là, pour plusieurs compagnies, là, plusieurs patients aussi, là, autant les professionnels de la santé que des patients ou des gens de partout. Donc voilà, merci bientôt. Là, j'aime toujours dire que le diabète, c'est pas mal la seule chose que je suis un pro, fait que je sais de quoi je parle. Donc, on va commencer un peu par la prévalence. Donc, le diabète, c'est sûr que c'est une maladie qui est quand même prévalente dans notre population, au Canada particulier. Vous voyez, ces statistiques ici, ils datent quand même de quelques années, là, 2011, là, ça fait plus que 10 ans, mais c'est quand même valable, là, même qu'on pourrait probablement estimer que ces chiffres-là sont plus élevés maintenant. Mais on parle à peu près d'une prévalence de 5 au Québec. On voit qu'au Québec, là, dans les statistiques il y a 10 ans, là, c'est 830 000 personnes qui seraient diabétiques. Ce qui est pas important, par exemple, c'est qu'il y en a 250 000 qui l'ignorent. Ça veut dire ça que, il y a 250 000 personnes qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Donc, qu'ils sont, puis pour plusieurs raisons, pas d'accès peut-être aux médecins, peut-être pas de diagnostic, difficulté à voir justement une équipe. Ben, là, ils ne le savent pas encore. Puis vous voyez aussi, là, il y a certaines provinces qui ont une prévalence un petit peu plus élevée. Euh, Difficile à savoir exactement pourquoi, là, dans l'Est du Canada. On pense peut-être que c'est dû à la sédentarité, l'alimentation peut-être qui est moins variée dans cette région-là. Même chose avec le Nord. Puis il y a beaucoup des provinces peut-être qui y a de sous-évaluation, là, comme Nunavut, par exemple, là, où il y a peut-être moins de screening ou de diagnostic. Donc là, la prochaine slide ou la prochaine impact, c'est la prévalence par rapport à l'âge. Donc, vous voyez géographiquement comment que c'était prévalent, mais on parle plutôt avec l'âge ici. Donc, c'est une maladie qui s'installe plus on avance dans la vie, comme plusieurs maladies, mettons, mais ici, au diabète particulièrement, c'est à partir de 40 ans, c'est une augmentation qui est quand même drastique. Vous voyez que plus on avance en l'âge, plus on a des chances de développer la maladie. Je vous dirais que la façon que ça s'explique là, c'est le diabète, c'est une maladie qui impacte le pancréas. Le pancréas étant un organe comme tout organe, comme par exemple le cœur, éventuellement se fatigue, éventuellement fonctionne un peu moins bien. Donc, on a plus de chances de développer la maladie du diabète dans le futur. On voit aussi la différence entre les hommes et les femmes. Quand je fais une présentation en grande salle, là, j'aime toujours dire que les femmes sont mieux protégées, mais probablement à cause qu'ils sont peut-être moins paresseux ou ils mangent mieux que les hommes. Normalement, c'est un peu comme ça qu'on explique un peu la différence là, entre les femmes et les hommes. Puis on voit finalement le dernier point qui est important, c'est que la plus grande prévalence ou la plus grande quantité de gens qui sont diagnostiqués ou qui sont diabétiques, c'est entre 75 et 79 ans. Donc, quand même, c'est quand même assez tard dans la vie, là. Ce qui est important avec le diabète, c'est quand on est diabétique, en fait, c'est rare qu'on a des problèmes reliés au diabète comme tel, dans le sens que c'est rare que les gens meurent du diabète. Normalement, les gens ont des problèmes où ils vont avoir des causes dues au diabète, mais plutôt des complications du diabète. Donc, justement, les gens qui sont diabétiques sont plus susceptibles d'être hospitalisés pour plusieurs raisons qu'on voit ici. Puis, malheureusement, cette slide ici est en anglais, là. Mais la première cause de problématique, c'est les amputations. Les gens sont souvent hospitalisés quand ils sont diabétiques pour des amputations des membres inférieurs
comme les doigts, comme plutôt les orteils, même les pieds. Donc, c'est vraiment la première cause là, où 50% des amputations non traumatiques, c'est dû au diabète. Donc, on parle non traumatique, on parle des accidents d'auto, là. Donc, tout ce qui n'est pas accident d'auto ou d'automobile, euh, c'est normalement dû au diabète. L'autre chose qui est importante, c'est la cécité, les yeux. Donc, le diabète, c'est la première cause de cécité, c'est les adultes en dessous de 65 ans. Donc, les gens qui ont vraiment des problèmes de vision ou perte de vision totale, normalement, c'est dû à un diabète. Puis le dernier point, c'est l'insuffisance rénale, donc l'affectation des reins. Donc, quelqu'un qui est diabétique, malheureusement, éventuellement, va devenir aussi un problème, quelqu'un qui va avoir un problème rénal, d'insuffisance rénale. Puis en fait, le diabète, c'est la première cause de dialyse. Les gens sont dialysés quand que leur rein ne fonctionne plus. Puis la première cause de ça, c'est le diabète. Donc, ce qui est important, c'est quand quelqu'un est diabétique, il faut vraiment prévenir les complications du diabète. C'est pour ça qu'on le médecin puis l'équipe technique, l'équipe traitante, excusez, est tellement obsédée par les chiffres puis garder ça de contrôler parce que plus on contrôle la maladie, plus on prévient les complications. Puis évidemment, si on n'est pas diabétique, ben, c'est pour ça qu'on veut l'empêcher de l'être, parce qu'on va empêcher des problèmes reliés aux complications. La dernière catégorie de complications, puis je vais en reparler plus tard, là, c'est vraiment des problèmes cardiaques, comme vous voyez ici. Là. Euh, fait que, infarctus du myocarde ou genre AVC. Donc, les types de diabète, vraiment, il y en a deux grands types de diabète. Le premier, c'est le diabète de type 1. En fait, ça, c'est anciennement ce qu'on appelle le diabète juvénile, normalement diagnostiqué chez les enfants ou chez les gens plus jeunes. La raison étant que le diabète de type 1, c'est vraiment un manque d'insuline. C'est le pancréas, qui est l'organe qui crée ou qui sécrète l'insuline, ne crée plus d'insuline. Donc, la personne est complètement, totalement dépendante sur l'insuline de l'extérieur. Donc, vous comprendrez que ça, c'est une maladie qu'on peut détecter quand même rapidement, normalement. Euh, mais ces gens-là doivent absolument avoir de l'insuline. De nos jours ou de ces temps-ci, on commence à détecter un petit peu plus de diabète de type 1 plus tard dans la vie. Puis, en fait, ce qu'on essaie de comprendre ou ce qu'on voit de plus en plus, c'est que ça pourrait peut-être avoir une composante auto-immune. Ça veut dire que le corps attaquerait les cellules du pancréas, ce qui causerait le fait que ces cellules-ci ne fonctionnent plus et ensuite ne créent plus d'insuline. Le diabète de type 2, c'est plutôt une résistance à l'insuline. Donc, l'insuline est créée par le corps, le pancréas en produit, sauf que celle-ci fonctionne beaucoup moins bien. Il y a différents facteurs qui comportent, mais normalement, le diabète de type 2, c'est dû aussi à de l'obésité. Donc, plus les gens avancent dans la vie, plus ils prennent du poids, ben, éventuellement, moins leur insuline vont fonctionner bien, puis plus ils vont mener là, à une augmentation de leur glycémie ou du taux de sucre dans le sang. Euh, Moi, j'aime bien décrire aux gens, là, dans le fond, l'insuline, ça fonctionne un peu comme un pont. Imaginez un pont en deux points, là. Il faut passer par-dessus l'eau pour rendre l'énergie qui est le sucre dans la cellule. Donc, l'énergie d'un côté du pont, la cellule de l'autre. L'insuline, c'est le pont. Donc, si ce pont-là fonctionne moins bien, comme le diabète de type 2, bien, ça prend beaucoup plus de temps au sucre de se rendre dans les cellules et donc beaucoup moins efficace. Donc, il reste d'un côté là, de la rivière là, comme tel. Fait que c'est un peu comme ça qu'on décrit le diabète de type 2. C'est plus une résistance. Donc, le pont devient beaucoup plus long ou beaucoup plus difficile à croiser, beaucoup moins efficace là, de ce côté-là. Le dernier type, puis c'est vraiment honnêtement plus un diabète de type 2, mais on le catégorise différemment, là. Le diabète gestationnel, c'est le diabète de grossesse qu'on appelle. Donc, quelqu'un, évidemment, ou une femme qui est enceinte peut développer le diabète dans sa vie. C'est en fait une intolérance au glucose. Ça veut dire que le sucre qu'elle consomme, qu'elle utilise, le corps a de la misère de le capter. Donc, ce qui est important avec le diabète gestationnel, normalement, quand la femme accouche, elle n'est plus diabétique. Mais ce qui est vraiment important, c'est que ça lève un drapeau rouge, là. Dans le fond, ça augmente beaucoup le risque de développer le diabète plus tard dans la vie. C'est un facteur de risque, dans le fond.
Puis la dernière chose que je voulais mentionner, c'est qu'en fait, il y a certains types de diabète qui peuvent être causés par des facteurs externes, comme des raisons médicales. Comme par exemple, si on prenait un médicament qui stimule beaucoup le pancréas, à un moment donné, celui-ci ne fonctionnera plus. Si quelqu'un, mettons, a une pancréatite, fait qu'une inflammation du pancréas, son organe arrête de fonctionner, ben, il devient diabétique à cause de ça. Donc, il y a certaines maladies qui sont plutôt rares, mais ou des causes qui sont externes qu'on appelle, qui pourraient mener à un diabète. Donc, le diabète, quand on veut le diagnostiquer, il y a vraiment pas mal quatre façons. La première chose, c'est une glycémie à jeun. Ça veut dire prendre le taux de sucre au bout du sang à jeun, donc 1 heure avant manger, 2 heures après. Si celle-ci est au-dessus de 7, on peut probablement considérer qu'on est diabétique. Le deuxième, c'est la A1C qu'on appelle, ou la hémoglobine glyquée, qui est en fait une moyenne de votre glycémie des derniers 3 mois. Ça, c'est une prise de sang. Donc, quand on va au médecin, puis il vous dit, genre, je vais voir si vous êtes diabétique, en fait, il va mesurer la A1C. Si celle-ci est au-dessus de 6,5, on considère ça un diabète. Le troisième traitement, c'est un traitement à haut taux de glucose. Donc, on boit une espèce de sirop qui ressemble un peu au jus d'orange de McDo là, dans le temps, là, pour ceux qui ont plus que 30 ans. Vous vous souvenez, là, c'est une grosse affaire de sucre. On mesure le taux de sucre avant, on le boit. 2 heures après, on mesure la glycémie. Puis normalement, quelqu'un qui est diabétique, son corps devrait avoir réagi pour baisser sa glycémie. Si quelqu'un est diabétique, mais la glycémie va rester élevée à plus que 11,1. Puis le dernier facteur, c'est une glycémie à tout moment. Fait qu'on se pique peu importe, avant, après manger, après exercice, ça ne dérange pas. Si notre glycémie est au-dessus de 11,1, ben, il y a des fortes chances qu'on est diabétique. Donc ça, c'est toutes des façons qu'on permet de savoir si on est diabétique. Ou mettons, nous, à l'association, on fait des cliniques de dépistage. C'est ce qu'on va faire. T'sais, on va piquer les gens au bout de leurs doigts, voir leur glycémie. Puis ceux qui se rapprochent ou qui sont autour de ces chiffres-ci, ben là, on a des discussions là, pour peut-être changer quelque chose ou ils aillent consulter un médecin là, si c'est nécessaire. Il y a un concept qui s'appelle le prédiabète, puis ça, c'est très important parce que, dans le fond, je vous en ai parlé tantôt, les complications sont problématiques quand on est diabétique, mais on peut des fois prédire ou savoir qui va peut-être devenir diabétique plus tard. Donc, c'est des conditions qu'on appelle le prédiabète ou une condition qu'on appelle le prédiabète. Puis quelqu'un qui est prédiabétique ou des fois votre médecin va dire, mais là, vous faites un petit diabète. Probablement que c'est ça, c'est un prédiabète. Dans le fond, c'est juste quelqu'un, ça, qu'il faut lever le drapeau rouge, surveiller de plus proche, comme changer certaines choses dans sa vie pour empêcher qu'il devienne diabétique un petit peu plus tard. Donc, vous voyez ici, il y a les chiffres, il y a différentes catégories. Je n'irai pas en détail là-dessus, mais c'est un peu l'idée pourquoi on veut dépister les gens de façon régulière. Normalement, c'est indiqué les gens au-dessus de 40 ans d'avoir une prise de sang où on vérifie leur glycémie au moins une fois par année pour essayer d'attraper ça le plus tôt possible. Plus on l'attrape tôt, mieux c'est pour empêcher les complications et les problèmes plus tard. Puis vous voyez justement ici, le risque de développer le diabète plus tard dans la vie augmente plus l'A1C augmente. Donc, l'A1C, c'est la moyenne de la glycémie sur les derniers 3 mois. Donc, plus cette moyenne-là augmente, plus on se rapproche à la probabilité de développer le diabète. Fait que c'est quand même important. Vous avez vu tantôt, le prédiabète, c'est entre 6 et 6,5. Ces gens-là ont 25 à 50 de chances de développer le diabète dans les prochains 5 ans. Donc, c'est vraiment le moment où ce qu'on doit dire à ces personnes-là, ben, il faut faire de quoi, sinon vous allez malheureusement probablement développer le diabète. Il faut changer vos habitudes. Fait que je vous parle de beaucoup de chiffres, puis beaucoup de choses qui semblent un peu déprimantes, mettons, là, mais dans le fond, vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'on peut savoir qui va avoir le diabète? Est-ce qu'il y a des chances de développer plus de diabète chez quelqu'un qu'un autre? C'est oui. Dans le fond, il y a certaines personnes qui ont des facteurs de risque, puis là, on parle du diabète de type 2 ici. Le diabète de type 1, si vous vous rappelez, là, c'est vraiment plutôt une maladie auto-immune, pas vraiment de lien génétique. Ça veut dire que si vos parents sont diabétiques de type 1, ça ne veut pas dire que leurs enfants vont automatiquement être diabétiques de type 1. Il n'y a pas vraiment de lien génétique. Donc, les diabétiques de type 1, malheureusement, c'est aléatoire. C'est un peu difficile à prédire.
Par contre, le diabète de type 2, ça, oui, il y a des facteurs génétiques. Le premier étant un premier degré. Donc, si on a un parent ou un frère et sœur là, qui est diabétique, ben, on a beaucoup plus, nous, de chances de développer le diabète plus tard dans notre vie. Il y a certaines populations qui sont à haut risque. Je les ai écrits ici. Dans le fond, ces populations-là ont une incidence plus élevée de diabète dans leur population que le reste. Euh, Souvent peut-être causé par des facteurs génétiques, peut-être la nourriture qui est consommée, l'alimentation historique. Donc voilà. Le troisième facteur, ben, c'est le prédiabète. Je l'ai mentionné un peu tantôt. Si on est prédiabétique, on augmente nos chances de devenir diabétique. Quatrième, c'est le diabète de grossesse, aussi mentionné plus tard. Ensuite, c'est des complications. Donc, si quelqu'un a déjà une complication, si quelqu'un a déjà un problème cardiaque, si quelqu'un a déjà un problème de rein, bien, malheureusement, ces gens-là ont peut-être plus de chances de développer le diabète. Puis en fait, c'est plutôt peut-être qu'ils sont déjà diabétiques, puis c'est ça qui a causé la complication. Euh, L'autre, c'est des maladies concomitantes. Donc, il y a certaines maladies qui peuvent augmenter le risque de développer du diabète, dont la sclérose en plaques, dont l'apnée du sommeil, certains désordres psychiatriques comme la maladie bipolaire. Là, c'est toutes des choses qui augmentent le risque de développer le diabète plus tard. Puis le dernier point, c'est certains médicaments. Je l'ai peut-être mentionné vite fait tantôt, mais certains médicaments que des gens prennent qui peuvent augmenter leur risque de développer du diabète. Évidemment, souvent, ces gens prennent ces médicaments-là pour pallier à une autre maladie. Donc, c'est plate de dire qu'on pallie à une maladie, on augmente le risque d'un autre. Mais malheureusement, c'est ça. C'est juste que ces gens-là, il faut être suivi peut-être un petit peu plus près. Il y a un questionnaire qui existe, qui est disponible là, gratuitement sur Internet. Là, si vous allez sur Google, vous écrivez le CAN-RISC. Et ça, c'est un questionnaire qui est très intéressant à faire, qui prend quelques minutes. Ça permet à n'importe qui de savoir c'est quoi le risque de développer le diabète le plus tard. Donc, vous voyez là, un peu à droite, c'est un peu petit, là, mais c'est basé sur l'âge, facteur de risque dans votre famille, votre poids, euh, certains différents facteurs comme la pression, etc. Donc, on remplit le petit questionnaire. Ça nous donne un beau petit chiffre à la fin. Puis ça prédit là, votre probabilité de développer le diabète un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire plus tard. Les complications du diabète, je l'ai mentionné plus tôt, mais il y en a deux grandes catégories. Les maladies cardiovasculaires, macrovasculaires, excusez, qui sont les gros vaisseaux, puis les complications microvasculaires, qui sont les petits vaisseaux. Puis, dans le fond, la façon qu'on explique aux gens pour dire ben, comment le diabète cause ces problèmes-là, pourquoi quelqu'un diabétique a plus de risques de crise de cœur ou plus de problèmes au niveau des yeux, ben, imaginez là, le sang euh, ou en fait le sucre dans le sang comme des petites lames de rasoir. Dans le fond, les lames de rasoir, plus il y en a dans le vaisseau sanguin, plus il y en a dans le sang, ben, plus ils vont arriver à endommager les vaisseaux sanguins, les vaisseaux sanguins étant des tuyaux. Donc, c'est comme ça qu'on imagine. Fait que plus il y a de sucre dans le sang, plus il y a de petites lames de rasoir qui peuvent potentiellement endommager les vaisseaux sanguins. C'est ça qui va mener à des problèmes. Donc, macrovasculaire, les gros vaisseaux, problèmes de cœur, hypertension. Microvasculaire, c'est surtout les yeux, les reins. Les neuropathies, c'est les extrémités. Fait que le bout des doigts, les bouts des orteils, souvent les gens développent des problèmes de cette façon-là. Bon, ben, tout ça, c'est bon, mais est-ce qu'on peut prévenir le diabète? Tu sais, sachant tous les facteurs de risque que je vous ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour empêcher le diabète? Ben, la réponse est simple, c'est oui. Il y a plusieurs études qui ont démontré des bénéfices sur certains trucs. Ça, c'en est une qui est très importante ou très intéressante. Là. Ça a quand même été fait sur 3000 personnes. Donc, ils ont déterminé que les gens qui prenaient du metformin, metformin étant un médicament pour le diabète, il y en a peut-être certains d'entre vous qui le connaissez. C'est souvent le médicament, le premier médicament qu'on utilise. Quelqu'un qui commence sur le metformin a une diminution de risque de développer le diabète d'environ 31%. Quand même intéressant. C'est pour ça que quelqu'un qui a un petit diabète, comme je vous disais plus tôt, qui est prédiabétique, souvent, c'est la première chose que le médecin va suggérer, c'est du metformin. La deuxième chose, c'est les habitudes de vie. Puis vous voyez, si quelqu'un améliore leurs habitudes de vie, puis quand je parle d'habitudes de vie, je parle d'exercice, nutrition, fait que mieux manger, faire un peu d'exercice, on diminue le risque de développer le diabète là, d'à peu près 60%, ce qui est énorme. Donc,
même si on combine les deux, là, l'étude ne l'a pas faite, mais si on combinait les deux, ben là, on diminue le risque encore plus. Donc, ce qui est important, c'est quand on sait que quelqu'un a des risques de développer le diabète ou on l'attrape assez plus tôt, si cette personne-là arrive à faire des modifications dans leurs habitudes de vie, ben, normalement, on peut repousser la maladie. Puis ça, c'est très, très, très intéressant pour repousser les problèmes potentiels. Donc, tu sais, là, moi, je vous parle d'habitude de modification d'habitude de vie, puis j'aime ça mettre cette petite image-là de la montagne parce que quand on change plusieurs habitudes de vie, ça a l'air des fois comme une grande montagne. Là, il faut changer plusieurs choses. Là. Je donne toujours la même anecdote. Là. Moi, quand j'étais jeune, mon père, c'est vraiment un monsieur de viande et patates. Fait que si du jour au lendemain, j'ai dit, ben là, faut t'arrêter de manger ça, faut que tu manges juste la salade, c'est sûr que ça n'aurait pas passé bien. Donc, quand on veut modifier des habitudes de la vie, il faut y aller tranquillement, une chose à la fois. On prend un petit but, un petit objectif, puis on essaie d'améliorer sur ça à chaque jour, à chaque semaine ou à chaque mois. Donc, tu sais, comme pour n'importe quel changement de vie, là, ça l'aide si vous avez de l'aide d'un conjoint ou d'un ami qui va vous aider là, à atteindre vos objectifs. Puis l'idéal, c'est d'y aller avec des petites réussites, fait que des petits objectifs. Dans un mois, je vais faire ça. Dans un mois, je vais faire ça. Au lieu de dire tout de suite, ben, je vais perdre 50 livres. Ça, c'est drastique. On pourrait dire, genre, ben, je vais commencer par perdre 5 livres dans les prochains 3 mois, ainsi de suite. Là. Donc, euh, ça, c'est sûr que c'est intéressant là, quand on parle d'habitudes de vie. Donc, les habitudes de vie, je voulais parler tantôt, là, mais c'est l'exercice, la nutrition. La nutrition, le poids, ça va ensemble. Puis le dernier, c'est le tabac. Fait que je vais y aller plus en détail pour chaque point. Le premier, c'est l'exercice. Donc, on ne parle pas là, de toujours, de tout d'un coup, devenir quelqu'un qui court des marathons ou quelqu'un qui va au gym là, à chaque jour. On parle de 150 minutes d'exercice par semaine. Donc, 150 minutes d'exercice par semaine, au moins divisé normalement à peu près en 2 sessions. Ça veut dire qu'on pourrait théoriquement faire, je ne sais pas moi, 30 minutes 5 fois par jour ou même 15 minutes 10 fois dans la semaine. Ça peut être séparé, mais dans le fond, ce qu'on aime, c'est que les gens en fassent de façon régulière, plus autour de la semaine. Puis quand on parle d'intensité moyenne, normalement, on dit une marche. Une marche, pas une marche tranquille là, qui prend longtemps, mais une marche normale après le souper, mettons. Ça, c'est considéré comme de l'exercice de moyenne intensité. Donc, quand on suggère aux gens de faire 150 minutes, je pense que c'est quand même faisable dans une semaine, surtout si on y va de façon tranquille. Fait que j'ai mis quelques exemples d'exercices, là, mais on parle d'exercices de moyenne intensité aérobique, dans le fond, qui fait pomper le cœur, ça veut dire ça. Donc, quelque chose comme une marche rapide, du vélo, du jogging. Normalement, on veut le faire pendant au moins 10 minutes pour avoir le bénéfice. On suggère aussi des exercices de résistance, donc de la résistance, donc du poids. Puis il y en a certains exercices qui combinent les deux. Fait quelque chose comme du yoga, en fait, c'est de la résistance et de l'aérobie, donc ça fait pomper le cœur en même temps que offrir de la résistance. Donc ça, c'est comme un 2 pour 1. Souvent, quand on parle de l'exercice, les gens disent, ben, j'ai jamais vraiment fait d'exercice ou j'ai de l'embonpoint, j'ai des problèmes de genoux. Mais en fait, il y a plusieurs études qui démontrent qu'être sédentaire ou faire rien, c'est en fait beaucoup plus dangereux que les risques de faire de l'exercice. Fait que c'est sûr que si quelqu'un, mon exemple, là, a des problèmes de genoux, ben, probablement que je ne lui suggérerais pas d'aller courir des marathons, mais il pourrait faire des exercices qui ne mettent pas beaucoup d'impact sur ses jambes, comme par exemple la natation, quelque chose comme ça. Mais c'est ça. Fait que être chez eux puis faire le couch potato, comme on dit, c'est beaucoup plus dangereux que de faire un petit peu d'exercice puis les risques qui encourent. Puis l'autre chose, c'est que les bénéfices de l'exercice, là, c'est multiple. Fait autant sur la santé cardiovasculaire que l'énergie, que l'humeur, que sur la fonction cognitive. Là, il y a plein, plein, plein d'études là-dessus. Puis, particulièrement, là, on est à la clinique de mémoire, là, mais je ne suis pas là pour vous apprendre grand-chose, mais l'exercice est un grand bénéfice là, sur la diminution du risque de développer des démences aussi. Le deuxième point, excusez, c'est la nutrition pour le poids. Puis ça, je le mets ensemble parce que normalement, ça va pas mal ensemble. Quelqu'un qui va manger un petit peu mieux, normalement, va arriver à mieux contrôler son poids.
Puis ici aussi, là, je ne parle pas de faire plein de changements. Je ne veux pas que quelqu'un devienne végétarien du jour au lendemain. Passer à mon père là, qui mangeait des viandes et des patates tout le temps, là, dans le fond, ce qu'on veut, c'est des petits changements. Puis j'ai mis une image là, du guide alimentaire canadien. Puis en fait, le guide alimentaire canadien vient juste de changer là, les dernières quelques années. Il reflète beaucoup plus ce qu'on retrouve maintenant en alimentation au Canada, là. Donc, tu sais, il y a beaucoup plus de variétés là, que même dans mon temps. Là. Moi, j'ai 40 ans, mais quand j'étais jeune, il y avait beaucoup moins de variétés. Je pense juste, par exemple, là, au tofu, aux légumineuses comme des lentilles, des choses comme ça. C'était pas vraiment populaire, moi, des années 90. Mais maintenant, c'est beaucoup plus proéminent, puis on peut trouver beaucoup plus de choses qui contiennent ces aliments-là. Donc, euh, ce qui est important avec la nutrition, c'est juste ça, juste mieux manger. Souvent, ça peut diminuer l'ANC de 1 à 2 Puis si je vous compare ça, là, mettons que quelqu'un prend un médicament qui est très populaire, dont vous connaissez probablement, qui s'appelle le Ozempic, un médicament qui fonctionne très bien pour le diabète. Le Ozempic, ça baisse l'ANC d'à peu près 1. Donc, juste manger mieux, faire attention à ce qu'on mange. Déjà là, sans prendre de médicaments, on peut arriver à un résultat qui est aussi intéressant que prendre un médicament qui coûte cher. Puis quand on parle de perte de poids, là, on voit déjà une amélioration après une perte de 5 à 10 Fait que, mettons que quelqu'un pèse, je dis quoi, là, 200 livres, ben 10 c'est 20 livres, 5 c'est 10 livres. Fait que, déjà, si la personne arrive à perdre de 10 à 20 livres, on peut voir déjà une grosse amélioration par rapport à sa santé cardiaque puis le risque de développer le diabète. La première chose que je vous dirais, puis qu'on enseigne normalement en diabète, c'est si quelqu'un veut changer sa nutrition, faire un peu attention à ça, c'est plus les portions. C'est faire attention aux portions. T'sais, en Amérique du Nord, vous le savez, là, on mange beaucoup. On a des grosses assiettes, sont pleines. J'aime beaucoup dire aussi que, mettons, là, nos amis aux États-Unis, on parle beaucoup des autres là, avec les élections dernièrement, là, mais normalement, si vous allez aux États-Unis, vous allez au restaurant, vous commandez quelque chose, là, vous remarquerez que l'assiette est encore plus grosse qu'elle l'est ici. Donc, les portions, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, au lieu de manger une assiette grosse ou même, on la mange un petit peu plus petite. Puis c'est ce que vous allez voir là, si vous explorez un peu le guide alimentaire canadien. Là. On parle de séparer l'assiette en trois, faire la moitié des légumes, le quart des patates, puis l'autre quart des amidons ou des starch, là, comme on appelle. Tandis que dans le temps, probablement, puis mon père, c'était comme ça, là, c'était viande pour plus que la moitié de son assiette, petite patate, puis genre 3 carottes. Donc, on essaie de changer ça un peu. L'autre chose qui est importante aussi, c'est de manger à des moments réguliers. Donc, il y a beaucoup d'études qui démontrent que de manger un gros repas, rien manger pendant plusieurs heures, manger un autre gros repas, ça cause un petit peu plus de dommages que de manger de façon régulière. Puis la façon qu'on explique, c'est la variation au niveau des sucres. Donc, si on mange un gros repas, ça fait monter les glycémies très hautes. Après ça, on passe plusieurs heures à rien manger, la glycémie va baisser, on va remanger encore. Fait que, on fait le yo-yo un peu. Ça, c'est beaucoup plus problématique là, que de manger de façon constante. Euh, la dernière chose que j'aimerais vous mentionner par rapport à ça, moi, je suis pharmacien, je ne suis pas nutritionniste. Si jamais vous êtes intéressé là, à passer à l'action, je vous encourage fortement de consulter un nutritionniste. Les nutritionnistes sont disponibles normalement en GMF si vous avez la chance d'être en GMF. Ou sinon, il y en a aussi qui sont disponibles là, privés si vous pouvez vous le payer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de diète magique pour ça. Dans le fond, il n'y a pas une façon de faire parce que sinon tout le monde le ferait. Donc, tout doit être adapté, puis les nutritionnistes là, sont bien placés pour vous aider avec ça. Donc, si on va en conseil un petit peu plus pratico-pratique, là, la première chose que je vous suggérais, c'est de vous fier aux étiquettes. Fait que depuis plusieurs années maintenant, là, au Canada, on a une loi sur les étiquettes. Donc, chaque produit doit être étiqueté. Il doit avoir l'étiquette qui mentionne justement le nombre de calories, de gras, de sucre, puis de fibres qui sont dans chaque produit. Puis ce que je voudrais porter votre attention, c'est vraiment au montant de sucre. Donc, quand on regarde l'aliment puis on permet de choisir, ben, est-ce que je devrais prendre ce pain-là versus ce pain-là? Si vous vous fiez aux étiquettes, vous êtes capable de choisir vraiment le produit ou l'aliment qui va être de meilleure santé ou être plus bénéfique pour vous.
Puis en fait, le meilleur truc, évidemment, à part de prendre quelque chose qui n'a pas beaucoup de sucre, là, mais c'est de regarder quelque chose qui a beaucoup de fibres. Puis le pain, c'est un exemple classique pour ça, là, mais si on compare un pain blanc versus un pain grain entier qui est brun, le pain à grain entier va contenir beaucoup plus de fibres. Ce qui est bon avec les fibres, c'est que ça ralentit l'absorption du glucose. La nourriture reste plus longtemps au niveau de l'intestin. Ça veut dire qu'il y a moins de hauts et de bas rapides. Puis ça diminue aussi le cholestérol, là. Donc, dans le fond, si vous regardez des aliments, plus il y a de fibres dedans, mieux c'est. Puis même que je vous dirais, il y a plusieurs produits qu'on vend en pharmacie pour la perte de poids ou qui prônent là, la perte de poids. En fait, la majorité d'eux autres, c'est juste des fibres. Fait que dans le fond, si quelqu'un pourra prendre plus de fibres, normalement, il se sent un petit peu plus plein. Normalement, il mange moins. Puis c'est comme ça que ça va mener beaucoup à la perte de poids. Euh, donc, mon exemple encore de pain blanc versus pain brun, ça rapporte un peu à ce qu'on appelle l'index glycémique élevé. Donc, plus un aliment a un index glycémique élevé, plus celle-ci fait monter les glycémies rapides. Ça veut dire que plus le corps l'absorbe rapidement, fait que le sucre va monter haut, là, très rapidement. Fait que, un exemple concret, c'est là encore le riz brun versus le riz blanc. Fait que le riz blanc, ça fait monter le sucre beaucoup plus rapidement que le riz brun qui contient un petit peu plus de fibres, puis la glycémie va être répartie un petit peu plus égale. Donc, général, là, je vous dirais, dans le monde de l'alimentation, tout ce qui est brun, c'est mieux pour vous que ce qui est blanc. Euh, un autre point, c'est le sucre. Donc là-dedans, on parle des édulcorants ou des sweeteners, comme on appelle là, en anglais. Fait que ça pourrait être intéressant chez quelqu'un qui veut vraiment avoir toujours le goût sucré ou qui dit, genre, moi, je suis une bébête à sucre. Dans le fond, on peut quand même garder cette espèce de goût sucrant-là en utilisant des sweeteners. Ce qui est intéressant avec les sweeteners, c'est on connaît ça depuis longtemps, là. Il y en a plusieurs qui existent depuis plusieurs années. Fait qu'il n'y a pas vraiment de danger à l'utilisation des sweeteners. Évidemment, on veut juste contrôler les portions. Fait que c'est pas à cause qu'on mange, mettons, un gâteau qui contient des édulcorants que ça va être mieux que de manger un gâteau au complet avec du sucre dedans, vous comprenez? Fait qu'on veut quand même contrôler les portions, mais c'est clair que de manger un petit morceau de gâteau avec un sweetener, c'est mieux que de manger un petit morceau de gâteau avec du sucre dedans. Mais ça varie toujours de la quantité, là. Un autre point, c'est les gras. Donc, évidemment, plus un aliment a du gras, plus ça peut augmenter le poids, plus ça peut mener à des problèmes cardiovasculaires. Le seul bémol par rapport à ça, c'est les oméga 3 qu'on appelle, qui sont des bons gras en guillemets. Donc, ces aliments qui contiennent des oméga 3, il y en a beaucoup maintenant, là, des œufs sont enrichis, il y a même certains pains, du jus qui peuvent être enrichis d'oméga 3. Dans le fond, les oméga 3 augmentent ou diminuent le risque de problèmes cardiovasculaires. Puis c'est basé beaucoup, ça, un peu sur la diète méditerranéenne qu'on appelle, là. Vous avez sûrement déjà entendu ça, mais ils ont découvert que les gens qui vivent autour de la Méditerranée, à cause de leur diète, mangent beaucoup de poissons, mangent beaucoup d'huile d'olive, des aliments variés, beaucoup de légumes. Ils ont un apport beaucoup plus élevé en oméga 3 que le reste, mettons, du monde. Ces gens-là ont beaucoup moins de risques de problèmes cardiovasculaires, moins de diabète. Ils sont juste en général plus en santé. Donc, c'est ça qui mène vers la recommandation des oméga 3. Puis des oméga 3, la meilleure façon d'en trouver, j'ai parlé des aliments enrichis, là, mais la meilleure façon d'en trouver, c'est dans des poissons. Poissons gras comme saumon, sardines, maquereau. Le dernier point que je vais mentionner, c'est l'alcool. C'est sûr que l'alcool, ça augmente la quantité de glycémie. C'est un aliment, on prend du poids quand on en prend trop. Fait que les recommandations pour quelqu'un qui est diabétique ou prédiabétique ou peu importe, là, sont les mêmes que quelqu'un qui n'est pas diabétique. Dans le fond, c'est la modération. Fait que, tu sais, on parle d'une à deux consommations par semaine, dépendamment de la personne. Une à deux consommations par jour, maximum cinq par semaine, excuse. Fait que, tu sais, ça dépend des gens, mais évidemment, là, le moins on en prend, le mieux c'est. Mais on comprend que tout le monde vit. Fait que prendre un petit verre de vin de temps en temps, c'est bien correct. Les dernières habitudes de vie, si vous vous souvenez, c'est le tabac. Donc, tu sais, le tabagisme, c'est un facteur de risque pour toutes les maladies, incluant les démences, incluant l'Alzheimer, incluant les maladies cardiaques. Donc, dans le fond, si quelqu'un est fumeur et il veut changer ses habitudes de vie, ben, c'est clair que la première chose qu'on va recommander, c'est qu'il arrête de fumer. Ça a des bénéfices là,
surtout la santé cardiaque, les poumons, les émotions. C'est pas facile, mais il y a plusieurs stratégies qui existent, là. Moi, ce que je vous suggère, c'est aller voir votre pharmacien ou votre pharmacienne préférée. On a plein d'outils maintenant qu'on peut vous recommander pour qui vont aider vraiment à arrêter de fumer. Mais ça, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous. Donc, mettons qu'on est diabétique, ben, qu'est-ce qu'on veut faire? Dans le fond, on veut maintenir les cibles le plus bas possible. Donc, dans notre cas, là, on est obsédé avec le 7%. Puis j'ai mis des étoiles à côté du 7% parce que ce chiffre-là varie selon l'âge, varie selon le risque d'hypoglycémie de la personne, là. Mais en règle générale, ce qu'on veut, c'est que les gens soient en dessous de 7%. Puis la même chose pour leur glycémie, on veut que ça soit entre 4 et 7, donc en dessous de 7. Puis, dans le fond, la raison, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont démontré la diminution des complications. Puis, je vous parlais tantôt, c'est ça que c'est le diabète, là, c'est le développement des complications qui mènent à les problèmes. Donc, plus on diminue les glycémies, plus on diminue ces complications-là. Donc, en gardant en dessous de 7%, vous voyez des diminutions drastiques. Là, on diminue 76% le risque d'avoir des problèmes de yeux. On diminue de 50% le risque d'avoir des neuropathies au bout des doigts. On diminue de plus que 50% là, le risque de faire des infarctus, des ACV. Donc, c'est pour ça là, que votre médecin, si vous êtes diabétique, votre médecin, votre pharmacien, votre infirmière là, est tellement obsédé avec le 7%, là, c'est à cause que ça démontre vraiment une diminution de risque de développement des complications. J'ai mis une petite slide ici, là, très rapide au sujet des médicaments. Je n'irai pas vraiment en détail sur chaque médicament. Fait que, si vous avez des questions, ça me fait plaisir. J'en ai mentionné quelques-uns, là. Il y a le metformin, il y a les médicaments qui font sécréter plus d'insuline, comme le glyclaside. Il y a des médicaments qui affectent l'absorption de le glucose, des choses comme Januvia. Il y a les inhibiteurs de SGLT2 qui fonctionnent sur les reins. Fait que le Jardiance en est un qui est très, très populaire, qui fonctionne très bien. Les gens perdent un petit peu de poids des fois. Il y a les analogues du GLP-1 qui sont vraiment ce qu'on parle là, vraiment dans les médias de ces temps-ci, le Ozempic, le Trulicity, le Mounjaro, c'en est un autre. Puis le dernier, c'est les insulines. C'est sûr que ça, c'est souvent utilisé ou bien toujours utilisé chez les type 1, mais il y a de plus en plus de type 2, surtout quand leur maladie progresse, quand ils avancent dans l'âge, qui doivent tomber sur l'insuline. Puis maintenant, il y a plein de différentes sortes d'insuline, soit qui fonctionnent rapidement, qu'on prend au repas, ou soit qu'on prend une fois au coucher, même une fois par semaine maintenant, il y a des insulines. Donc, je l'ai mentionné régulièrement, là, mais quelqu'un qui est diabétique, c'est automatiquement quelqu'un qui a des gros risques d'avoir des problèmes cardiaques. Donc, quelqu'un qui est diabétique ou prédiabétique, on va toujours penser à essayer de protéger son cœur aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont diabétiques qu'on va rajouter certains médicaments, pas nécessairement pour baisser leur glycémie comme telle, mais pour prévenir d'avoir des problèmes cardiaques, comme des statines, c'en est un, ça c'est pour le cholestérol. Des IACA ou des ARA, ça, c'est des médicaments pour la pression qui travaillent sur les reins. Il y a des fois de l'aspirine. J'ai mis des étoiles à côté de l'aspirine parce que l'aspirine, maintenant, c'est pas recommandé autant que ça l'était, là. Il y a quelques années, même quand moi j'ai commencé ma pratique, on donnait de l'aspirine quasiment à tout le monde au-dessus de 40 ans. Mais maintenant, on a reculé énormément, là. Habituellement, les seules personnes qui devraient vraiment avoir de l'aspirine, excusez, c'est les gens qui ont déjà fait un problème cardiaque, fait qu'ils ont déjà une crise cardiaque ou déjà un infarctus, ou selon leur facteur de risque, là, mais on voit de l'aspirine beaucoup moins qu'on le voyait dans le temps. Donc, vous voyez une statistique là, qui est quand même claire, là, mais quelqu'un qui est diabétique, il a 3 fois plus de risque de mourir d'une maladie de cœur que quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, c'est pour ça là, qu'on veut vraiment faire attention. Donc, les messages clés, c'est simple, là, c'est la prévention. Plus on attrape la maladie tôt, plus on peut arriver à minimiser les problèmes. Puis si ben, on est trop tard et on est déjà diabétique, ben, on veut prévenir les complications. Donc, c'est pour ça qu'on est tellement à cheval là, sur les chiffres et essayer de garder ça le plus vite, plus bas possible. C'est un exemple, nous, à l'association, quand on fait du diagnostic, quand on fait du dépistage, c'est vraiment ça notre rôle, c'est d'essayer de prévenir le plus de problèmes possible, empêcher que les gens deviennent des diabétiques, dans le fond.
l'autre message clé, c'est que c'est le fun de développer ou de savoir c'est quoi votre risque de développer le diabète. C'est juste intéressant peut-être d'avoir une discussion autour de la table, là, de voir c'est quoi votre risque. Y a-t-il des choses peut-être que vous pourrez changer qui pourraient repousser ce risque-là encore plus loin? À cause que c'est la prévalence, elle augmente. C'est l'épidémie de notre siècle. Là, on le voit de plus en plus. Même nous, à la pharmacie, là, cliniquement, on en voit de plus en plus des jeunes qui sont des diabétiques de type 2, fait que des enfants de 12, 14 ans. Normalement, on ne voyait jamais ça. Là. Maintenant, on voit des gens qui développent le diabète à un beaucoup plus bas âge pour des raisons de sédentarité, ils mangent moins bien, facteurs de risque multiples, là, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, faut prendre en compte. Et le dernier point, je voulais vous souvenir peut-être, là, c'est les modifications des habitudes de vie. Fait que, c'est des choses qui peuvent être simples, mais qui pourraient faire une énorme différence. Là. Fait que c'est vraiment des habitudes qu'il faut essayer de changer. C'est pas facile, mais si on arrive, ça va vraiment aider. Parce que la maladie du diabète, c'est quelque chose qui augmente le risque de faire plusieurs complications. Fait que moi, j'espère que vous avez bien apprécié la présentation. J'espère que je ne vous fais pas trop peur, mais j'espère que vous comprenez que dans le fond, le but, c'est de prévenir pour empêcher les problèmes à long terme. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Là, je ne sais pas, j'ai de la misère de voir s'il y a des gens qui ont des mains levées, là, fait que je me fie sur toi, Frédéric. Mais- Oui, si les gens ont des questions, ils peuvent les écrire directement dans le chat ou lever leurs mains, puis je vais activer le micro. En attendant que les gens écrivent, Martha, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus les services de Diabète Outaouais? Oui, fait que Diabète Outaouais, c'est un organisme à but non lucratif. Dans le fond, notre mission, c'est d'informer, de prévenir, de sensibiliser les gens là, en lien au diabète. Donc, nos services sont en lien à des services surtout d'information. Fait qu'on offre des conférences, un peu comme vous, mensuelles, qui sont gratuites pour nos membres, puis majoritairement gratuites pour le reste de la population. On a des cours de cuisine aussi, fait que pour aider aux gens qui sont diabétiques ou qui vivent même avec un diabétique, excusez, de faire de la bouffe. C'est managé par un nutritionniste, là, fait que ça vous donne vraiment des exemples de recettes. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui est diabétique. Euh, Puis c'est pas mal ça, tu sais, on donne de l'information, on arrive à cibler les gens ou les envoyer vers des ressources. Fait que je vous encourage à contacter notre bureau, nous envoyer un courriel si jamais vous avez une question en lien à ça. Puis on peut définitivement vous aider là, à naviguer le monde de la santé qui est parfois particulièrement difficile là, dans notre région. Puis, est-ce que vous avez comme une clinique ou un bureau à Gatineau? On peut se rendre directement en prenant un Oui, rendez-vous, j'imagine? ouais, ben dans le fond, on a un bureau sur la rue Noël, là, qui est dans le secteur Hall de Gatineau. C'est ouvert tous les jours de la semaine, sauf les fins de semaine. Là. Mais les gens peuvent nous contacter soit par téléphone ou aller sur notre site web, diabèteoutaouais.com, puis ils peuvent avoir toutes les façons de nous contacter directement, même par courriel là-dessus, s'ils veulent rencontrer quelqu'un, notre coordonnatrice. Puis moi, ce que je vous suggère, c'est si vous avez une question particulière, envoyez un message. Puis Chantal, notre coordonnatrice, là, va pouvoir vous envoyer les ressources nécessaires ou vous envoyer votre information à la personne là, qui va pouvoir vous aider le plus. OK. Puis, est-ce qu'il y a des frais? Fait que devenir membre chez Diabète Outaouais, ça coûte 20 $ par année. Dans le fond, ce frais-là couvre votre adhésion, puis là, vous permet de faire toutes nos activités de conférence gratuitement, d'avoir des rabais là, chez certains de nos partenaires. Fait que toute cette information-là est disponible aussi sur notre site web. Parfait, merci. Merci à Il y a vous. une question dans le chat. Je ne sais pas Mhm. si tu peux le voir ou tu préfères que je la lise. Dans le Q&R ou Non, juste dans la conversation? ouais, juste dans la conversation. Oui. Mon conjoint s'est fait dire qu'il est prédiabétique. Doit-il couper le sucre raffiné complètement? Il a un poids santé, il marche tous les jours. Par contre, il raffole du sucre. Fait que ça, c'est une excellente question. Tu sais, dans le fond, euh, quand on est diabétique ou prédiabétique, c'est ce qu'on se fait dire tout le temps, c'est Ah, tu peux pas manger de gâteau, ah, tu peux pas rien faire. En fait, tu peux manger du gâteau, là, tu sais.
Si c'est la fête de ton neveu, puis tu vas aller manger un morceau de gâteau, vas-y. C'est juste qu'au lieu de manger un gros gâteau de même, ben, peut-être pense à manger un plus petit gâteau. C'est vraiment ça qui est important. Fait que dans son cas, est-ce qu'il faut qu'il coupe le sucre complètement? La réponse à ça, c'est non. Mais est-ce qu'il faut qu'il essaie de le diminuer un petit peu? Oui, ça serait une excellente idée. Dans le fond, s'il consomme beaucoup de sucre, ben là, ses glycémies vont être plus élevées. C'est sûr que je ne connais pas exactement le détail, mais vous avez vu que s'il est pré-diabétique, ça augmente son risque de le développer plus tard. Donc, s'il prend les étapes maintenant pour essayer de diminuer ça, ben, ça serait idéal pour lui. Puis, je vous ai mentionné tantôt les édulcorants, mais s'il est vraiment une bébête à sucre, c'est peut-être, je ne sais pas, là, je donne un exemple, là, il prend plein de sucre dans son café, ben, peut-être s'il essaye un peu de sweetener au lieu, peut-être ça peut être une étape qui va faire qu'éventuellement, on va arriver à couper un petit peu plus. Mais pour répondre à votre question, il ne faut pas qu'il coupe complètement. C'est plutôt genre une question de portion puis de faire attention à ce qu'il mange. J'espère que ça répond à votre question. On parle aussi souvent dans les fruits, tu sais, les fruits sont sucrés. Est-ce que c'est la même chose? Oui, fait que dans le fond, les fruits contiennent du sucre aussi. Fait que, tu sais, le sucre qui est contenu dans un fruit, c'est le même genre de sucre qui est contenu dans un gâteau. C'est juste normalement, la quantité est beaucoup plus élevée dans un dessert que dans un fruit. Puis ce qui aide dans un fruit aussi, c'est que c'est souvent des fibres qu'il y a dedans. Donc, ce sucre-là est absorbé beaucoup moins rapidement, donc beaucoup moins pire. Tu sais, ça fait moins un haut et un bas. Donc, c'est clair que si moi, quelqu'un me dit, genre, ben moi, mon dessert, c'est manger quelques fruits au lieu de manger un gâteau, c'est clair que ça, c'est bien mieux. Même si ça contient peut-être exactement le même nombre de sucre, la façon que ce sucre-là va faire effet sur le corps va être beaucoup différente. Je ne sais pas si ça, c'est clair. Merci. Je dois aussi dire, puis je ne sais pas si quelqu'un avait posé ces questions ou pensé à ces questions-là, mais il commence à avoir des études où on commence à pousser beaucoup d'études là, vers le lien entre les démences puis le diabète. Mhm. Donc, tu sais, en ce moment, c'est comme trop tôt dans le sens que les études sont vraiment préliminaires à ça, mais c'est quelque chose qui va venir. C'est quelque chose qui est étudié en ce moment parce qu'on croit vraiment qu'il peut probablement avoir un lien entre ces deux maladies-là. Donc voilà, donc ça, c'est une chose qui va être intéressante, là. J'espère qu'on va avoir des informations dans les prochaines années. Parfait, merci. Pour revenir à la prévention du diabète, si jamais Mhm. quelqu'un a des doutes ou ça serait quoi comme les premiers petits signes ou tu sais, c'est quoi Fait les premières étapes? Oui, bonne question. Tu sais, dans le fond, quand quelqu'un est diabétique, il y a plus de sucre dans le sang. La façon que le corps fait pour essayer de l'éliminer, c'est de l'éliminer par l'urine. Donc, un des signes classiques de quelqu'un qui fait du diabète ou de l'hyperglycémie, c'est qu'il va uriner beaucoup plus souvent. À cause qu'il va uriner beaucoup plus souvent, ben là, il a soif tout le temps. Puis à cause qu'il a tout le temps soif, puis il n'est pas capable de prendre son sucre, ben il a tout le temps faim. Fait que ça, c'est comme les trois symptômes classiques de quelqu'un qui est diabétique puis qui ne le sait pas. OK. C'est qu'il va uriner tout le temps, il a tout le temps soif. Fait que, ça, c'est un des signes précurseurs. Si quelqu'un dit genre, ah, ben, moi, il faut toujours, j'ai ma bouteille d'eau, puis je bois 4 litres d'eau par jour, puis on dirait que j'ai toujours soif, je vais toujours faire pipi, ben, ça, c'est un signe que peut-être il devrait aller consulter son médecin, là, faire dépister. Puis, tu sais, aller se faire dépister ou aller faire vérifier votre glycémie, là, c'est disponible dans n'importe quelle pharmacie, là. Fait que ça, c'est quelque chose qui prend 2 minutes à faire, là. Donc, si jamais vous êtes suspectez ça, vous n'êtes pas capable de prendre un rendez-vous avec votre médecin, vous pouvez juste aller à la pharmacie, puis là, au moins avoir peut-être de l'information rassurante, là, ou après ça, vous faire référer. OK. Puis est-ce qu'il y a un âge à partir de laquelle c'est comme plus possible de développer un diabète ou c'est vraiment même à 95 ans, on pourrait. Ouais, oui, c'est sûr qu'à 95 ans, on peut le développer tout soudainement, genre c'est un diabète. C'est probablement juste que tu sais, ça arrivait sournoisement, puis là, tout d'un coup, Mhm. ça prend le dessus. Tu sais, tantôt, dans les chiffres, vous voyez qu'à partir de 40, il y a vraiment une augmentation énorme. Puis c'est pour ça qu'habituellement, quand on va voir le médecin à chaque année, après 40 ans, ils vont vérifier si on est diabétique, tu sais, juste à cause du Mhm. risque de le développer est plus haut. Mais il y a plus d'incidence plus on avance dans l'âge. Donc, tantôt, le plus gros chiffre, la plus grosse quantité de gens diabétiques, c'est entre 75 et 79. Donc,
même quand on est jeune, ça se peut qu'on l'aille. Si jamais on a des symptômes qui sont inquiétants, mais c'est toujours bon d'aller se faire vérifier, particulièrement si on a plusieurs facteurs de risque. Tu sais, si nos parents sont diabétiques, puis je sais pas, là, vous prenez certains médicaments ou vous avez déjà des problèmes cardiaques ou quoi, ben, ça, c'est juste quelque chose qui soulève le drapeau puis qui dit genre, ah, ben, peut-être que je devrais aller me faire vérifier plus souvent. Mhm. Parfait. Puis, l'importance d'écouter son médecin, de prendre ses médicaments, tu sais, quand justement, là, comme Mhm, tu disais tantôt, le médecin dit, ah, vous avez un petit diabète, il va prescrire mhm, un médicament. Si la ouais. personne décide de ne pas les prendre, ou et c'est quoi l'impact que ça peut avoir? Ouais, mais tu sais, dans le fond, le problème avec le diabète, c'est plus il devient hors de contrôle, ben, plus les risques de complications augmentent. Donc, si le médecin vous dit, ben, je te suggère de prendre, mettons, du metformin parce que tu es prédiabétique, c'est un outil qui vous donne pour aider à prévenir les complications. Donc, rendu là, tu sais, c'est toujours votre choix, puis on va parler d'effets secondaires, puis tu sais, allez voir votre pharmacien si vous avez des problèmes, mais c'est clair que si vous le prescrivez, c'est pas pour rien. Tu sais, posez les questions, là. Le pharmacien puis le médecin, ils sont là pour vous aider, ils sont pas là pour vous nuire. L'objectif, c'est de vous aider à prévenir des problèmes. Donc, c'est sûr que si vous le prescrivez, c'est habituellement pas pour rien, mais vous êtes en votre droit de poser les questions puis vous assurer que vous prenez les bonnes affaires. Mais c'est clair que ça vaut la peine de le prendre. Mhm. Super. Un gros merci. Et Euh, merci à vous. je pense pas qu'il y a d'autres questions. Si jamais c'est le cas, comme tu disais, les gens peuvent vous écrire sur votre site web. Je vais envoyer les informations par courriel à tous les participants, à tous les gens qui s'étaient inscrits. Donc voilà, ça va être également mis sur le site web de la clinique là, s'il y en a qui veulent revoir ou qui veulent partager la présentation à leur À entourage. leurs amis. Ouais, parfait. Exact. Puis je vous remercie beaucoup encore pour l'invitation. Ça fait vraiment Euh, plaisir. Merci à J'espère toi. que ça a été bénéfique. Puis je vous encourage aussi dans vos activités. Là, c'est tout, c'est une bon endroit aussi. Merci beaucoup. Merci. Ah, il y a quelqu'un qui écrit dans le chat. Ah, Ah, c'est merci. merci. Et merci. Ben super, passez une belle journée tout le monde. Un gros merci encore, Martin. Merci.